cela a été décrit comme l'un des moments les plus volatiles en Indonésie depuis plus de 20 ans. Manifestations, violents affrontements, accusations de brutalité policière, émeutes, cocktails Molotov et pillages. L'Indonésie brûle. Des bâtiments du Parlement ont été incendiés. Les rues grondent de voix de défi. Les canons à eau affrontent le feu. Des pierres pleuvent sur les boucliers anti-émeutes. Jakarta tremble. Des vies ont été perdues, des maisons détruites et les demeures des politiciens mises à sac. Au début, tout semblait se passer trop vite, mais sous la surface, la colère s'était accumulée jusqu'à ce qu'elle finisse par éclater comme de la lave. Devine quoi ? Un crâne de dessin animé japonais est devenu symbole de défiance en Indonésie. Le drapeau flotte partout. Ce n'est plus un simple symbole d'animé, mais un cri de pirate pour la liberté. La liberté face au pire qui était présenté comme le meilleur. Mais pourquoi les Indonésiens se sont-ils soudainement enflammés comme une traînée de poudre ? Et qu'exigent-ils maintenant ? Les sujets comme les manifestations et la violence sont souvent censurés par l'algorithme YouTube. Aidez-nous en cliquant sur « J'aime ». Merci. En 1976, un lieutenant de 26 ans fut envoyé au Timor pour traquer le chef indépendantiste Lobato. 2 ans plus tard, l'unité du lieutenant a retrouvé et tué Lobato, et sa tête tranchée a été envoyée par la poste au président indonésien de l'époque, comme preuve de sa mort. Le nom du lieutenant était Prabowo Subianto, et il est l'actuel président de l'Indonésie. En 1998, lors de manifestations étudiantes contre le régime répressif en Indonésie, Prabowo a dirigé l'enlèvement, l'arrestation et la torture de militants, dont 22 ont disparu aux mains des autorités. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir président d'Indonésie. En 2024, Prabowo Subianto est devenu le 8e président d'Indonésie. Avant que Prabowo n'arrive au pouvoir, son parti a fait 5 promesses puissantes qui ont conquis le cœur de millions d'Indonésiens. Pour certains, il était un homme fort promettant la stabilité. Pour d'autres, une figure controversée au passé trouble. Pourtant, ce n'était pas juste l'homme, mais l'étincelle qui a déclenché le feu. Il a promis de porter la croissance économique de 5% à 8% en exploitant les ressources naturelles de l'Indonésie et en créant de nouvelles industries. Deuxièmement, il a promis de rendre l'Indonésie autosuffisante en matière alimentaire, mettant fin à la dépendance aux importations coûteuses. Prabowo, ministre de la Défense, avait déjà lancé le controversé projet alimentaire, asséchant des marais pour des plantations de manioc. Il a promis d'étendre à 3 millions d'hectares les terres dédiées au riz, maïs et soja. Pour illustrer, c'est la taille de la Belgique. Troisièmement, il a promis de réduire la dépendance de l'Indonésie aux carburants importés en augmentant la part d'huile de palme dans le biodiesel. L'Indonésie, après tout, est le plus grand producteur d'huile de palme au monde. Son but, atteindre 50% d'ici fin 2025 contre 35% aujourd'hui. Il s'est aussi engagé à presque doubler les recettes publiques, de 12% à 23% du produit intérieur brut grâce à de nouvelles technologies, sans augmenter les impôts. Et enfin, la promesse la plus grande et la plus émouvante. Programme de repas gratuit de 28 milliards de dollars pour nourrir 83 millions d'enfants et de femmes enceintes. Un plan audacieux pour combattre la malnutrition, l'un des grands problèmes de l'Indonésie. Il est difficile de croire qu'un plan qui semblait si noble a fini par susciter la colère de millions d'Indonésiens, et pour de bonnes raisons. Au début, le programme de repas gratuit paraissait efficace face à une réalité bouleversante. En mars 2025, 238 millions d'Indonésiens étaient officiellement pauvres. Mais selon la Banque mondiale, vivre avec moins de 6,85 $ par jour révèle un chiffre réel stupéfiant. 1 719 millions de personnes, soit plus de 60% de la population. La pauvreté alimente une épidémie silencieuse. Près d'un tiers des enfants indonésiens de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance lié à la malnutrition. Un quart de la population est anémiée. La malnutrition infantile et maternelle cause presque la moitié des décès d'enfants dans le pays. Pour faire simple, la malnutrition tue des enfants à une échelle que l'Indonésie ne peut plus ignorer. Quand Prabowo a promis des repas gratuits et nutritifs, ce n'était pas qu'un slogan, c'était une bouée de sauvetage. Parents, enseignants, agriculteurs et toute la nation ont cru en ce plan puissant. Puis la réalité de la gouvernance s'est imposée, car tout demandait de l'argent. Pour financer le programme phare de repas nutritifs gratuits, le gouvernement a annoncé d'importantes coupes budgétaires dans des secteurs vitaux. Au lieu de la prospérité, ces coupes ont aggravé la crise du coût de la vie.
Et avec le chômage des jeunes atteignant 16%, le plus haut niveau depuis 3 ans, la colère des jeunes a explosé. Les chiffres étaient choquants. Le ministère des Travaux publics a réduit son budget de 80%, paralysant l'entretien des infrastructures. Le ministère de la Santé a perdu près de 20 000 milliards de roupies, soit l'une des plus importantes coupes budgétaires en Indonésie. De plus, environ 400 écoliers indonésiens sont tombés malades après avoir mangé des repas scolaires gratuits. Cela a encore plus énervé les citoyens. Les répercussions se sont propagées partout. Au ministère des Affaires économiques, les lumières étaient littéralement éteintes pendant les heures de bureau pour économiser l'électricité. La Bibliothèque nationale a réduit ses horaires et le ministère des Finances a annulé la bourse ministérielle 2025. Le ministère de l'Enseignement supérieur a même redirigé les fonds d'innovation pour soutenir uniquement le programme de repas scolaires. Ces coupes ont suscité l'indignation des étudiants, qui affirment qu'elles augmenteront le coût de l'éducation et supprimeront les bourses. Le 17 février, des milliers d'étudiants ont manifesté contre ces coupes budgétaires. Le mouvement, nommé Indonésie sombre, rejette clairement la promesse du président d'une Indonésie dorée. Le 20 février, le mouvement a culminé avec des centaines de milliers d'étudiants manifestant à Jakarta et ailleurs. Première vague de manifestations en Indonésie. Mais le président Prabowo a rejeté leur colère, affirmant que ces coupes étaient nécessaires pour l'avenir économique du pays. Une erreur ne suffisant pas, ils en ont fait une autre. En mars 2025, le Parlement indonésien a adopté une loi qui a choqué le pays. Elle a renforcé le rôle de l'armée au gouvernement, annulant des décennies de réformes pour écarter les militaires de la politique. Les officiers actifs pouvaient servir dans 14 institutions civiles au lieu de 10. L'âge de la retraite a été relevé, permettant aux généraux de s'accrocher au pouvoir encore plus longtemps, et pour beaucoup d'Indonésiens, cela avait un air de déjà-vu. Le contrôle simultané de la sécurité et de la vie civile par l'armée constituait le pilier du régime autoritaire de l'ex-président Suharto, souvent qualifié de répressif. Rebondissement. L'ancien gendre de Suharto, Prabowo, autrefois accusé d'enlèvement de militants à la fin du régime, est aujourd'hui président de l'Indonésie. Au début de sa carrière militaire, l'unité de Prabowo a arrêté et tué Nicolo Loboto, le chef du mouvement indépendantiste du Timor oriental. La tête tranchée a été remise au président Suharto. Avec cette admission, Prabowo a lancé sa longue carrière, marquée par pouvoir, ambition et allégations de brutalité. Général lors de l'occupation indonésienne du Timor oriental dans les années 1980-1990, Prabowo a dirigé des tueurs cagoulés pour terroriser les civils soutenant l'indépendance. Il aurait aussi participé à un des épisodes les plus sanglants de cette guerre. Le massacre de Carares, au cours duquel 300 Timorais, pour la plupart des civils, ont été traqués et tués par les forces spéciales Kopassus. En 1996, il est envoyé en Papouasie occidentale, où le mouvement pour la liberté s'est opposé à l'armée indonésienne. Les troupes de Prabowo ont incendié des villages accusés de soutenir les séparatistes en représailles. 2 ans plus tard, lors de la crise financière asiatique, des étudiants ont manifesté contre Suharto à Jakarta. Prabowo a mené une campagne d'enlèvement, arrestation et torture d'activistes. 22 ont disparu, 13 restent portés disparus. Après la chute de Suharto, Prabowo a été exclu de l'armée en raison de son implication dans ces enlèvements. Pendant des années, même les États-Unis, qui l'avaient formé, lui ont refusé l'entrée. Et pourtant, des décennies plus tard, il gouverne maintenant depuis le même palais présidentiel, où chaque jeudi, des familles se réunissent encore pour une veillée aux chandelles. Elles attendent la justice et le retour des disparus. En raison du passé sombre et controversé de Prabowo, lié à l'histoire autoritaire de l'Indonésie, beaucoup considèrent son ascension comme une régression plutôt qu'une réforme. Pour les vétérans des mouvements démocratiques de l'ère Suharto, ce n'était pas un nouveau départ, mais le retour de vieux fantômes. Des centaines d'activistes ont campé devant le Parlement, dénonçant un retour de l'Indonésie vers la dictature. Les signes de la colère étaient clairement visibles. Des millions d'Indonésiens étaient déjà en colère. Tout gouvernement raisonnable aurait apaisé la situation, mais l'Indonésie a fait le contraire. En août 2025, la hausse des taxes foncières par le gouvernement a provoqué la colère populaire. En Indonésie, une vague de protestations a éclaté, représentant l'une des épreuves les plus visibles et dangereuses pour la jeune administration du président Prabowo Subianto. À Pati, au centre de Java, la fureur a éclaté. Le 13 août, des milliers d'agriculteurs ont manifesté contre une politique choquante. Leur impôt foncier et immobilier, connu sous le nom de PBBPISHKIK2, avait soudainement augmenté de plus de 250%. En 2024, ils n'ont payé que 179 000 roupies. En 2025, la facture fiscale est arrivée à 13 millions de roupies.
Même après avoir été révasées à la baisse, les familles s'en payaient toujours 3 à 4 fois plus qu'avant. Pour les agriculteurs déjà écrasés par la hausse des prix du carburant et de la nourriture, c'était le point de rupture. Mais ce qui a le plus révolté les gens, ce n'était pas seulement les taxes, c'était l'arrogance de leurs dirigeants. Le régent Sudewo, membre fier du parti Garendara de Prabawo, a provoqué face aux manifestations. N'amenez pas seulement 5000 personnes, mais 50 000. Je n'aurai pas peur, je ne changerai pas ma décision. Cette défiance a mis le feu aux poudres. Le 13 octobre, des milliers de personnes ont exigé la démission de Sudewo. La police s'est heurtée à la foule. Des gaz lacrymogènes ont envahi l'air. 64 personnes ont été blessées. Sudewo a finalement fait marche arrière, annonçant que la taxe reviendrait au niveau de 2024 et promettant des remboursements. Mais il était trop tard. Pour les habitants de Pati, la confiance était perdue. Ils voulaient son départ, et il n'y avait pas que Pati. Dans la régence de Bonn, au sud de Sulawesi, les taxes foncières ont grimpé de 300%, déclenchant des soulèvements étudiants. À Kiriban, en Java occidental, les augmentations allaient de 150 à 1000%, poussant des milliers de personnes dans les rues. À Jambong et Semarang, la colère a forcé le ministère de l'Intérieur à demander aux gouvernements locaux de cesser d'épuiser leur population. Les analystes ont noté que ce n'était pas uniquement de la cupidité locale. Jakarta réduisant les transferts, régents et maires devaient augmenter les impôts pour survivre. La chute du financement central a transféré la charge sur les citoyens. Quelques jours plus tard, le 17 août 2025, l'Indonésie a célébré 80 ans d'indépendance vis-à-vis de la domination coloniale néerlandaise. Chaque jour de l'indépendance, les gens célèbrent fièrement en agitant le drapeau national. Même cette année, on a vu des drapeaux, mais ce n'étaient tout simplement pas des drapeaux indonésiens. Au lieu des défilés d'unité, un étrange drapeau de pirate a soudain flotté sur le pays, et pas n'importe lequel. Le crâne et les os croisés avec un chapeau de paille, popularisé par l'anime One Piece. Dans la série, ce drapeau appartient à Monkey D. Luffy, le rêveur qui jure de devenir le roi des pirates. Symbole d'espoir, de liberté et de rébellion contre la tyrannie. Le drapeau avait en Indonésie un sens inédit. Sous le Merah Putih, le drapeau indonésien rouge et blanc, le crâne coiffé d'un chapeau de paille, est devenu la bannière de la protestation. Un cri sarcastique de défi face à la hausse des prix, au chômage écrasant et à un gouvernement de plus en plus perçu comme autoritaire et incompétent. Tout a commencé modestement. Les routiers ont été les premiers à brandir le drapeau pour protester contre les nouvelles réglementations interdisant les véhicules en surcharge. Si cela s'était arrêté là, on aurait pu oublier. Mais ensuite sont venues les coupes budgétaires, puis les licenciements massifs, et enfin la législation élargissant les pouvoirs militaires. Et soudain, le drapeau s'est répandu comme une traînée de poudre. Il est partout, peint sur les maisons, collé sur les motos, sur les bateaux de pêche, flottant sur les voitures, même brandi lors de rassemblements près du drapeau national. Pour les jeunes, c'est de la satire. Pour les pauvres, c'est de la rébellion. Pour tous les autres, c'est devenu un message simple. L'Indonésie en a assez, et les chiffres le confirment. Le chômage des jeunes est là maintenant à 16%, un des plus hauts d'Asie du Sud. Une enquête a révélé que seulement 58% des jeunes Indonésiens étaient optimistes quant à l'avenir économique du gouvernement, contre 75% dans les pays voisins. Les investisseurs fuient, les familles peinent à vivre et l'espoir disparaît. Mais jusqu'à la mi-août, la colère restait principalement en ligne. Des hashtags ont buzzé, des vidéos sont devenues virales, et les frustrations ont résonné en ligne. Mais dans les rues, il y avait des groupes d'étudiants dispersés ici, des syndicats de travailleurs là-bas, tandis que la plupart des gens ordinaires gardaient leur distance. Et puis est venue l'insulte qui a transformé l'indignation en fureur. Même lorsque les pauvres faisaient quoique pour des restes de nourriture provenant du programme chancelant de repas gratuits du gouvernement. Alors que des familles enterrèrent leurs enfants comme Raya, les parlementaires se sont discrètement octroyé une allocation logement mensuelle de 50 millions de roupies, soit 3000 $ de plus par mois. Pour comparer, le produit intérieur brut par habitant en Indonésie est d'environ 4900 $ par an. Cette allocation représente presque 10 fois le salaire minimum mensuel à Jakarta. Dans les provinces pauvres, cela équivaut à 20 fois le salaire moyen. Des groupes de surveillance estiment que certains députés gagnent jusqu'à 230 millions de roupies par mois, soit environ 14 000 $, avantages inclus. Pour la plupart des Indonésiens, ce n'était pas le chiffre exact qui faisait si mal, c'était le contraste. Le 26 août 2025, le nom de Raya, fillette de 4 ans de Sukabumi à Java Ouest, a soudainement bouleversé l'Indonésie et envahi tous les écrans du pays. Raya est morte de septicémie, aggravée par la malnutrition, la tuberculose, la méningite et la faiblesse du programme de repas gratuits du gouvernement.
Son histoire est devenue virale et sa mort, symbole des promesses non tenues d'une nation. Elle n'était pas la seule. Dans le centre de Java, ce même mois, au moins 365 enfants ont connu un sort similaire. Les analyses contramandantes ont montré des ingrédients avariés, une hygiène insuffisante et un système dépassé. Tandis que les parlementaires s'octroyaient à des indemnités dépassant le revenu de nombreux Indonésiens sur plusieurs années, des enfants mouraient à cause d'aliments contaminés censés les sauver. Le nom de Raya a transformé une colère sourde en indignation totale. Ce n'était plus seulement de la déception, mais une trahison. Le gouvernement de Prabowo avait promis au peuple que le programme serait mis en place sans augmenter les impôts, sans réduire les services essentiels. C'était l'audace, l'arrogance. Tandis que des enfants mouraient de tuberculose, malnutrition et infection d'ascaris, les représentants du peuple s'enrichissaient. Certains députés ne cachaient même pas leur mépris lorsqu'on les confrontait. Les manifestations ont débuté par des vagues meurtrières, peut-être évitables si les politiciens indonésiens s'étaient abstenus de déclarations insensées. L'un d'eux a déclaré « Ne nous comparez pas au peuple ». Un autre a raillé ceux qui demandaient des comptes, les traitant de plus stupides du monde. L'élite dirigeante semblait confirmer ce que de nombreux Indonésiens redoutaient. La démocratie n'appartenait plus au peuple, mais aux puissants. Le soulèvement en Indonésie ne porte pas seulement sur les repas scolaires gratuits, les taxes foncières ou les politiciens corrompus, mais sur une question plus profonde, l'inégalité. La classe moyenne indonésienne a décliné pendant des années, subissant la hausse des coûts et la stagnation des salaires. Tandis que le gouvernement se félicite du meilleur coefficient de Gini, la réalité c'est bien plus difficile. L'Indonésie demeure l'un des pays les plus inégalitaires d'Asie du Sud-Est, selon un rapport d'Oxfam. L'Indonésie est le 6e pays le plus inégalitaire au monde en richesse. 4 des personnes les plus riches détiennent plus de richesses que les 100 millions d'Indonésiens les plus pauvres. Pour les pauvres, la vie est un cycle de survie. Bas salaire, emploi précaire, famille plongée plus profondément dans la pauvreté par la hausse continue des prix. L'éducation reste hors de portée pour beaucoup, piégée derrière des frais élevés et des barrières systémiques. Mais malgré tout, les gens manifestaient pacifiquement, exigeant l'abrogation de la nouvelle ratification de la loi sur les forces armées nationales indonésiennes, la baisse des taxes foncières et la suppression des nouvelles allocations logement. Ils ont défilé et se sont rassemblés. La colère était forte mais contenue. Puis un autre incident a transformé la protestation en mouvement. Vous voyez, le 27 août, les manifestations ont touché la province de Kalimantan occidentale. Des étudiants de l'université Tanjungpura ont marché vers le parlement régional pour demander la suppression de l'indemnité de logement des législateurs. La manifestation a commencé pacifiquement, puis la police a lancé des gaz lacrymogènes, provoquant le chaos. 15 manifestants ont été arrêtés, mais ils ont été libérés 2 jours plus tard, après avoir signé des engagements promettant de ne pas répéter leurs actions. À ce stade, les manifestations concernaient encore principalement les étudiants et les syndicats. Le reste de l'Indonésie était en colère contre le Parlement, mais pas prêt à manifester. Cela a changé le 28 octobre. À Jakarta, des manifestants ont rejoint le Parlement national. Un temps calme, puis les tensions ont augmenté quand des étudiants ont voulu entrer dans le bâtiment et que d'autres ont lancé des objets sur la police. La police a réagi de la seule manière qu'elle connaissait, pas par le dialogue mais des carassements, mais avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau à haute pression et des balles étoubées en caoutchouc. Au lieu de se disperser, la foule s'est encore plus énervée. Les affrontements ont gagné le quartier commerçant voisin, une grande voie express et une ligne de chemin de fer. Les transports publics se sont effondrés. Les gares de Palmera et Tanah Abang ont fermé. Des centaines d'étudiants ont été arrêtés. Les évadés se sont réfugiés dans l'église chrétienne protestante d'Angola, jusqu'à l'événement décisif. Quand un véhicule de police a renversé un conducteur de mototaxi à Jakarta. Afan Kurmawan n'avait que 21 ans lorsqu'il a été rapporté quelques heures plus tard qu'il était décédé. Les manifestants ont attaqué le commissariat. Au milieu du chaos était Afan Kurniawan, conducteur d'Ojul de 21 ans. Il n'était pas manifestant, juste là pour une livraison. Mais à ce moment, la police avait déjà fait appel au corps de brigade mobile Brimob, l'unité tactique paramilitaire de la police nationale. Association française des amis de la nature était là au mauvais moment. Lors de la manifestation, un 4x4 blindé de Brimob a foncé dans la foule et heurté Afan. Le véhicule s'est arrêté, la foule a crié de stupeur. Afan tenta de se relever. Mais alors que des milliers de téléphones filmaient, le conducteur du Brimob accéléra. Le véhicule blindé l'a écrasé une seconde fois avant de s'enfuir. Afan n'avait aucune chance. La vidéo est rapidement devenue virale en ligne et a circulé dans tout le pays en quelques heures. Et dès le lendemain, l'Indonésie ne serait plus jamais la même.
La mort d'Afan a provoqué des émeutes nationales, les manifestations virant à la violence dans de nombreuses villes. Au moins 10 autres personnes sont mortes dans les jours suivants. Des postes de police et des bâtiments du Parlement régional ont été brûlés. Les maisons des politiciens moqueurs envers les personnes en souffrance ont été saccagées et pillées. L'Indonésie ne se contentait plus de protester, elle se rebellait. Le 29 août, Afan Kurniawan a été inhumé. Son cercueil a été escorté dans Sukabumi par des centaines de conducteurs ojol, leurs vestes vertes formant une rivière de chagrin et de colère. Craignant des troubles lors des funérailles, le gouvernement a envoyé le chef de la police de Jakarta. Pas besoin d'être un génie pour deviner la suite. La vue d'un représentant de la même force qui a tué Afan a failli déclencher une émeute sur le lieu de l'enterrement. Ensuite, une vaste gestion de crise s'est mise en place. Le président Prabowo a exprimé à la télévision sa tristesse après la mort d'Afan. Le gouvernement a même offert une maison à la famille d'Afan. Mais le récit leur échappait déjà. Le lendemain, d'énormes manifestations ont éclaté dans tout le pays et des bâtiments ont été incendiés. 3 personnes ont été piégées et tuées par les flammes. La réaction a été immédiate. Des étudiants ont envahi le siège de la police à Jakarta pour exiger la démission du chef. Le 31 octobre, la colère est devenue personnelle. Des foules ont envahi la maison du ministre des Finances, emportant appareils électroniques, bijoux et un panier de basket. Ce jour-là, ils ont visé le député qui avait traité les manifestants de plus stupides du monde. Sa maison a été saccagée et sa voiture détruite, le tout diffusé en direct sur TikTok devant des millions de spectateurs. Et il n'y avait pas que les politiciens. Même les célébrités n'ont pas été épargnées. Le manoir de Surya Atama a été pillé, ses objets de valeur et ses 12 chats volés. Le gouvernement a choisi la répression, pas la réconciliation. Devant la crise croissante, le président Prabowo a annulé son voyage en Chine et est rentré à Jakarta. Il a annoncé que les parlementaires abandonneraient leurs allocations de logement et autres avantages, mais cela a peu réconforté. Prabowo a demandé à l'armée et à la police d'agir fermement. Le chef de la police a autorisé l'usage de balles en caoutchouc et d'armes non létales contre les anarchistes entrant dans les bases et dortoirs de la police. Au 1er septembre, au moins 6 personnes avaient été confirmées mortes lors des émeutes. 20 autres étaient apportées disparues. Et puis, quelque chose a changé. Redoutant une répression policière et militaire, le Conseil exécutif des étudiants d'Indonésie, a annulé ses plans de nouvelles manifestations de masse. Pour la première fois depuis des semaines, les manifestations se sont tues. Le gouvernement croyait les protestations terminées et la situation sous contrôle. Le président indonésien, pressé, a reprogrammé sa visite pour assister à la parade de la victoire en Chine le 3 septembre 2025. Mais le silence sur les routes n'était pas la fin des troubles, ni une reddition, c'était une réorganisation. Ce jour-là, une coalition d'étudiants, de syndicats et d'activistes numériques a publié en ligne un manifeste, un appel. Ils l'ont appelé les 17 plus 8 revendications, nommées en l'honneur du 17 août, jour de l'indépendance. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage comme celle-ci, c'est le moment idéal. YouTube verse chaque jour des millions aux créateurs, et met plus que jamais en avant les chaînes récentes et petites. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la façon de commencer et de développer une chaîne. Nous recevons des questions par email tout le temps de la part de certains d'entre vous. Nous avons donc réuni tous nos conseils YouTube dans un camp d'entraînement entièrement gratuit. Donc, si vous êtes intéressé par la création de votre propre chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'écran. Inscrivez-vous maintenant. Malheureusement, le camp d'entraînement, contrairement à YouTube, fonctionne comme un appel Zoom, limité à 100 personnes revenant à la vidéo. Ce chagrin s'est mué en fureur qui a donné lieu à 25 revendications et à un plan de changement. Les revendications étaient pas claires. Demander au président de retirer l'armée de la vie civile, de cesser la criminalisation des manifestants et d'ouvrir une enquête indépendante sur les décès d'Afan Kurniawan, Umar, Amr ud-Din et d'autres tués lors de la répression. Pour le demande de procédure rapide, la Chambre des représentants doit geler ses propres augmentations de salaire et d'indemnités, annuler les nouveaux avantages et pensions, rendre publics les budgets et permettre à la commission anticorruption d'enquêter sur les parlementaires ayant abusé de leurs fonctions. Pour les partis politiques,
sanctionner les cadres arrogants, prouver leur engagement envers le peuple et dialoguer avec les étudiants de la société civile. Libérer tous les détenus. Les manifestants doivent arrêter la violence et poursuivre les commanditaires. Pour l'armée, regagner les casernes et cesser d'agir en police, rester en dehors de la vie civile. Pour les ministères économiques, assurer des salaires décents aux enseignants, soignants, conducteurs et ouvriers. Empêcher les licenciements massifs. Asseyez-vous avec les syndicats pour régler les problèmes de sous-traitance et de système de rémunération. Il ne s'agissait pas de chuchotements, mais de revendications criées dans les rues de Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan. Le peuple veut une action immédiate. Mais le mouvement 17+8 ne s'est pas arrêté là. Au-delà des revendications urgentes, ils ont suggéré 8 réformes majeures à mener dans l'année. 1. Nettoyer le Parlement 2. Réformer les partis politiques et créer un système fiscal plus équitable. Adopter une véritable loi anticorruption avec saisie des avoirs. 5. Transformer la police en une force humaine et professionnelle. 6. Renvoyer l'armée définitivement dans les casernes 7. Renforcer les organismes de surveillance indépendants et les instances des droits de l'homme. Et 8. Réformer définitivement les politiques économiques et du travail. Début septembre, le mouvement dépassait Association française des Amis de la Nature et la simple cupidité parlementaire. Les rues de Jakarta résonnaient désormais des slogans des étudiants, des militants et des syndicats les plus puissants du pays. Dirigés par la coalition des syndicats ouvriers et le parti travailliste, les manifestants se sont rassemblés dans la capitale avec une liste de revendications simples mais explosives. En tête de liste, la fin de la sous-traitance. Pendant des années, des millions d'Indonésiens ont été piégés dans un système où les entreprises les embauchaient, par l'intermédiaire d'agences tierces avec des contrats à court terme, les privant ainsi de protection de base, de stabilité et de dignité. Ils ont demandé l'arrêt. Ils ont également réclamé une augmentation du salaire minimum, un gel des licenciements massifs et des réformes de la fiscalité du travail qui pesaient injustement sur des travailleurs déjà en difficulté pour survivre. Et Jakarta n'était pas seul. Des manifestations similaires ont éclaté dans d'autres villes, à travers le pays. Une vague qui montrait clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mouvement de la capitale. Le président Prabowo a diffusé un message équilibré à la télévision. Il a annoncé que le Parlement avait accepté de réduire les indemnités de logement et de limiter les voyages à l'étranger. Cependant, il n'a pas évoqué la modification de la loi sur les forces armées nationales indonésiennes. Il a même promis une enquête sur le meurtre d'Afan, jurant que les responsables seraient traduits en justice. Il a clairement averti que malgré le respect des rassemblements pacifiques, le pillage et les émeutes étaient considérés comme du terrorisme et de la trahison. Son ordre à la police et à l'armée était sans compromis. Prenez les mesures les plus fermes possibles contre la destruction des installations publiques et le pillage des habitations et des centres économiques. Et c'est ce qu'ils ont fait. Plus de 3000 personnes ont été arrêtées ou détenues, des centaines blessées et au moins 20 portées disparues à travers le pays. Les gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc rythment désormais Bandung, où les manifestations près de 2 universités ont dégénéré. L'inquiétude internationale augmente. L'Organisation des Nations Unies demande une enquête indépendante sur l'usage présumé d'une force excessive. Human Rights Watch a reproché aux autorités indonésiennes d'avoir qualifié les manifestations de trahison, rappelant au monde la longue histoire sanglante de l'Indonésie concernant l'usage excessif de la force contre son propre peuple. Les ambassades américaines, australiennes, françaises et canadiennes ont lancé des avertissements de voyage. Les citoyens ont été avertis. Restez loin des rues. Évitez les foules. Les diasporas indonésiennes d'Australie, du Japon, d'Allemagne et d'autres pays manifestent ouvertement avec 25 pancartes en soutien à leur peuple. Le président indonésien a remplacé 5 ministres après des manifestations meurtrières lors d'un remaniement éclair. 5 ministres ont perdu leur poste, y compris la ministre des Finances, qui avait auparavant occupé le poste de directrice exécutive du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est le directeur général de la Banque mondiale, et Budi Gunawan, le ministre coordinateur pour la politique et la sécurité. Prabowo a nommé le président de la Société d'assurance des dépôts pour remplacer un des ministres des Finances les plus anciens d'Indonésie. Prabowo a aussi remplacé les ministres des coopératives, de la jeunesse, des sports et de la protection des travailleurs migrants. La confiance du pays reste incertaine, car la population doute du gouvernement et de ses promesses sur l'avenir. Les manifestations qui semblaient être autrefois folles ont finalement commencé à se calmer. J'ai dit « folles », car même les ambassades étrangères, dont celle des États-Unis, ont averti. TikTok, avec ses 100 millions d'utilisateurs indonésiens, a suspendu les diffusions en direct pour éviter que la plateforme ne devienne une étincelle dans cet incendie numérique. C'était la colère d'une nation de 280 millions d'habitants sur 17 000 îles. Même Bali n'a pas été épargnée.
L'île des touristes et des temples est devenue un champ de bataille où étudiants et conducteurs de motos en ligne ont attaqué le siège de la police. Beaucoup se demandent maintenant si des forces extérieures ont alimenté les manifestations, canalisant la colère publique contre le gouvernement. Depuis quelques années, l'Indonésie essaie de tenir à la fois la main des États-Unis et celle de la Chine. L'inclinaison de l'Indonésie vers les investissements chinois et les visites d'État montrent un gouvernement actuel plus pro-chinois. Ceci est vu comme un inconvénient stratégique pour l'Amérique et d'autres pays. Le président Prabowo a fait de la Chine sa première visite bilatérale à l'étranger. Cela a abouti à des accords entre la Chine et l'Indonésie d'une valeur allant jusqu'à 10 milliards de dollars, principalement axés sur l'énergie verte et la technologie. Jusqu'en 2022, le président Prabowo ne pouvait pas entrer aux États-Unis à cause d'accusations de violation des droits de l'homme. Son passage dans les forces spéciales indonésiennes KOPASIS a entraîné sa radiation forcée de l'armée en 1998. L'interdiction a été levée après que le président Joko Widodo a nommé Subianto ministre de la Défense de l'Indonésie, puis il a été invité à Washington en 2020, pendant la première administration Trump. Après la Chine, Washington a été la deuxième destination officielle de visite présidentielle de Subianto, en novembre 2024. Cela prouve que l'Indonésie est un acteur clé pour la Chine, les États-Unis et dans la région. L'Indonésie se trouve entre les océans Indo-Pacifique, contrôlant les voies vitales du commerce mondial. Les détroits de Malacca et de la Sonde, essentiels pour le transport d'Asie de l'Est, sont cruciaux pour contrôler la mer de Chine méridionale. L'Indonésie a de bonnes relations avec les grandes puissances, limitant les risques d'ingérence extérieure. Tout ce qui se passe en Indonésie est entièrement dû à l'échec des politiques gouvernementales. Et comme nous l'avons vu, les chiffres le prouvent clairement. Et que va-t-il se passer ensuite? Le président réussira-t-il à sauver son régime? Ou verrons-nous un autre coup d'État, comme au Népal, au Sri Lanka et au Bangladesh? Seul l'avenir nous le dira.